OK, donc moi je suis, aujourd'hui thérapeute spécialisée en décodage émotionnel des maladies. Ma particularité, donc vous avez peut-être vu, c'est que je suis docteure, anciennement, médecin et on va dire, déçue, désillusionnée de la médecine et je me suis tournée vers le décodage biologique ou décodage émotionnel des maladies. En fait, si je résume simplement, je pourrais dire que, je suis une traductrice du corps, une décodeuse, comme on a un décodeur, par exemple, pour regarder Canal+, ben, parfois, voire souvent, on sait pas, comment, interpréter, ce que notre corps exprime. Alors évidemment, ça part du principe que la maladie n'arrive pas par hasard et que, derrière, toute maladie, hein, que ce soit, une simple douleur, un mal de tête, ou, un cancer, une tendinite, eh bien, il y a, un trauma émotionnel et donc on va aller, rechercher, le trauma émotionnel. Le but étant de retrouver, en fait, l'émotion qui n'a pas été, exprimée et la particularité du décodage, en fait, c'est qu'on va s'appuyer sur, la biologie et la physiologie en posant la question: «Quel est le sens pour le corps de faire ça?» Donc on va s'appuyer sur la fonction du tissu atteint pour retrouver en fait le sens de la maladie. Par exemple, donc chaque tissu, chaque organe a une fonction spécifique. Je vais donner quelques exemples, hein. La peau sert au toucher, donc si on a une pathologie comme l'eczéma, ça peut exprimer qu'on s'est senti séparé du contact et on recherche le contact. Ou alors les jambes, c'est très schématique, hein. Les jambes servent au déplacement, donc une douleur comme la sciatique qui peut aller jusqu'à la paralysie peut exprimer qu'on est obligé ou empêché d'aller dans une certaine direction. Donc la question qu'on va poser, c'est vraiment quel est le sens pour le corps de faire ça à partir de la fonction du tissu atteint. Et donc, je vais vous détailler après quels sont tous les principaux ressentis émotionnels qu'on va retrouver dans les pathologies du sein. Oui, voilà, je reprécise quand même, hein, très important, ce qu'a dit, Amélie. Là, tout ce dont on va parler, c'est des approches de la santé qui sont complémentaires de la médecine conventionnelle allopathique. Ça ne s'y substitue pas. Voilà, continuez à voir vos médecins, continuez à prendre vos traitements. Ce que je pourrais dire, c'est que la médecine conventionnelle, à mon sens, elle traite le symptôme, mais elle ne traite pas la cause profonde. Donc là, voilà, j'aime bien cette image de dire s'il y a un voyant qui s'allume dans votre voiture, ben, éteindre le voyant, ça suffit pas. Il faut aller voir pourquoi le voyant s'est allumé. C'est comme si, voilà, la chirurgie va enlever l'appendice, mais derrière, il y a quelque chose qui a créé cet appendicite. Donc on va aller s'intéresser à la cause profonde. Voilà, et ce que j'aimerais dire aussi, hein, c'est qu'aller s'intéresser à la cause profonde, trouver du sens, c'est reprendre le pouvoir sur ce qui se passe dans notre corps, redevenir acteur de sa santé et comprendre le sens de la maladie, ça va nous permettre aussi de comprendre ce qui n'est pas aligné en fait en nous et dans notre vie. Voilà. Donc, concernant le sens des pathologies du sein, il y a essentiellement 2 grands domaines de ressenti qu'on a identifiés. Il y a les problématiques liées à la maternité et les problématiques liées à la féminité. Donc je vais commencer par la maternité, puis après je détaillerai la féminité. Donc la maternité, c'est une évidence quand on se pose la question effectivement à quoi ça sert le sein en fait. Et biologiquement, la fonction du sein, c'est de nourrir, allaiter le bébé. Et on remarque que le sein, c'est le seul organe du corps qui n'est pas consacré à notre propre fonctionnement, mais qui est là pour l'autre. Il est là pour nourrir le bébé et par extension, prendre soin, protéger, réchauffer, envelopper, tenir contre son sein et donc au sens large, je dirais pour materner. Donc la première hypothèse de ressenti quand il va y avoir une pathologie du sein, ça va être: je me fais du souci pour quelqu'un que je materne, quelqu'un que je pense dépendant de moi, quelqu'un dont je me sens responsable, comme donc une maman avec son enfant. Et donc, dans ce ressenti-là, on va être tourné vers l'autre. On donne littéralement de soi, hein, parce qu'on donne de son corps, de sa chair, et souvent dans l'oubli de soi.
Donc c'est comme une mère, vous savez, une jeune mère qui va mettre de côté même ses besoins primaires, hein, comme manger, dormir, parce que le bébé, il passe avant. Le bébé, il pleure, le bébé, il a faim, donc on peut pas dormir, on peut même pas parfois on va même pas aller faire pipi. Je sais pas s'il y en a qui ont eu cette expérience de se retenir d'aller faire pipi parce que, ah, bébé pleure. Et donc, on va se retrouver décentré de soi, parfois jusqu'à être dans le sacrifice. Alors, c'est se sentir responsable de quelqu'un, comme ça, materner, souvent, ça va être d'un enfant. Hein, donc, on va retrouver des traumatismes d'enfants en difficulté, d'enfants en danger, où la mère devient surprotectrice. Hein. D'ailleurs, on connaît cette expression de mère louve. Cette problématique de l'enfant en danger, ça peut être révélé ou amplifié, parfois je le signale, quand il y a un père considéré comme dangereux. Par exemple, un père agressif, violent, ou encore un père qui est absent, au propre ou au figuré. Donc, ça fait que la mère va devoir assumer plus de responsabilités. Par exemple, il y a ce père violent qui, au cours d'une dispute, il saisit le bébé et il menace la mère de jeter le bébé par terre. Donc ça, c'est voilà, une personne que j'ai eue en séance. La mère s'enfuit avec son enfant et elle se met à vivre dans la peur d'être retrouvée par le père. Donc, elle va, pendant des années, en fait, être dans la peur pour son enfant. L'exemple que je viens de donner et les suivants, ce sont ceux de femmes qui ont consulté pour cancer du sein. Et après, je dirai un mot plus sur les lésions bénignes du sein. Concernant les enfants, on va souvent avoir des mémoires d'enfants qui ont été en danger de mort. Par exemple, cette femme qui a failli perdre son bébé à la naissance, il y a eu un problème à la naissance, il y a vraiment eu un problème vital. En plus, elle a été séparée pendant plusieurs heures, hein, pour pouvoir donner des soins. Et on va retrouver aussi fréquemment des mémoires d'enfants morts, avec des deuils qui n'ont pas été faits, d'enfants morts en bas âge, ou de fausses couches spontanées, ou d'IVG qui sont mal vécues. Et la problématique que j'aimerais souligner, c'est que bien souvent, les fausses couches et les IVG sont trop banalisées, en fait. Donc, il ne va pas y avoir de conscience mise, en fait, sur cette problématique. Et des années après, on peut avoir vraiment des problématiques autour de ça, d'IVG, de fausses couches, qu'on a complètement fait un déni, en fait, sur l'importance que ça représentait. On peut retrouver, voilà, dans ces problématiques d'enfants morts, voire d'enfants qui ont été dans un grave danger, en difficulté, on va souvent retrouver chez la mère un sentiment d'impuissance et de culpabilité de ne pas avoir su sauver son enfant. Alors, ça ne concerne pas que les enfants, ce sentiment d'hyper-responsabilité, hein, c'est à chaque fois que nous nous croyons que quelqu'un a absolument besoin de nous. Donc, ça peut être un conjoint, un parent, un frère, une sœur malade, une personne dépendante, un animal. Par exemple, il y a cette femme son mari a fait une grave maladie, un myélome, et il était devenu, quand elle en parlait, hein, elle dit, il était devenu dépendant comme un enfant. Ou alors, il y a cette femme dont le compagnon a eu un grave accident, et cet homme, donc son compagnon, devient gravement handicapé. Et donc, elle devient l'accompagnante, l'aidante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, le programme de se sentir hyper responsable, il a démarré dans l'enfance et il va se réveiller à l'âge adulte. C'est comme un virus qui est en dormance et puis qui se réveille avec un événement déclenchant. Dans l'enfance, souvent, en fait, les personnes ont eu à s'occuper d'un parent, d'un frère, d'une sœur qui allait pas bien, et ils ont développé ce sens de devoir protéger, soulager, aider, ce sentiment d'hyper-responsabilité qui devient un rôle et qui peut même devenir une identité. Donc voilà, je vais donner un exemple de ce genre de problématique qui prend naissance dans l'enfance. Il y a cette femme, à l'âge adulte, elle fait un cancer du sein. Et puis, donc, quand je la vois, elle me parle du fait que son compagnon est comme un ado. Elle a des enfants. Et puis, son compagnon est le père de ses enfants. Elle en parle comme un ado qui ne se prend pas en main, il travaille pas, il fait rien, il sait pas s'occuper des enfants. Elle dit, j'ai 3 enfants à la maison, mes 2 enfants plus le père de mes enfants. Et elle dit, je ne veux plus me sentir responsable de lui. Jusqu'ici, elle cherchait à le sauver. Et en fait, quand on l'interroge dans son histoire, eh bien, son père était dépressif. Et donc petite, voilà, elle se faisait du souci pour son père qu'elle essayait de sauver. Donc, elle reproduit un schéma. Oui, alors il y a cette femme qui elle, dit clairement, je suis la mère de mes parents depuis l'âge de 5 ans.
Ou encore cette femme qui dit: «Je pleurais sur ma mère, elle a trop souffert, je l'ai toujours protégée. Mais moi, je pleurais dans la cour toute seule, personne ne me consolait». En fait, ce sont des personnes qui s'occupent des autres à l'excès, mais elles se sont oubliées. Elles vibrent la croyance: «Moi, je passe après, mes problèmes, mes besoins ne sont pas importants». Donc les autres ne vont pas s'occuper d'elles. Elles ont souvent une image de femmes fortes, qui, y arrivent très bien toutes seules, qui ont du mal à se faire aider, à recevoir. Dans l'enfance, très souvent aussi, ce qu'on retrouve, c'est des personnes qui ont eu un frère ou une sœur en difficulté, malade, comme cette femme, par exemple, qui s'en veut de ne pas avoir pu protéger ses sœurs de l'inceste. Elle-même a été victime, elle et ses sœurs ont été victimes d'inceste par leur père, et elle, étant la sœur aînée, s'est sentie responsable de ses sœurs, et donc elle s'en veut. Alors, à savoir qu'on va aussi systématiquement, surtout en cas de cancer, rechercher des programmes dans le transgénérationnel. Il y a par exemple cette femme, donc il y a un cancer du sein à l'âge adulte qui se développe dans un contexte où elle se sent, elle est dans une maison de retraite, et puis c'est le Covid, et elle se sent responsable de la sécurité des résidents. Donc elle va se faire beaucoup de soucis. Et en fait, quand je l'interroge sur son enfance, là, elle me raconte que son frère était asthmatique grave. Et quand il faisait des crises d'asthme, il était tellement mal qu'il voulait se jeter par la fenêtre. Elle disait: «Ma mère était inquiète et mes besoins passaient après les siens, après ceux de son frère. Pauvre petit frère, j'ai peur pour lui». Donc on voit qu'elle est dans la posture du sauveur, qu'elle s'oublie, et quand je vais chercher dans le transgénérationnel, eh bien, sa grand-mère a eu un fils qui est mort d'une maladie infantile vers l'âge de 1 ou 2 ans, et sa grand-mère s'est toujours sentie coupable de n'avoir pas pu sauver son enfant. Donc ces personnes-là, vous l'avez compris, vont souvent développer en fait un syndrome du sauveur, qui va se décliner en fait dans de nombreux secteurs de leur vie, hein. C'est des personnes qui vont aider tout le monde, tout le temps. Voilà, comme cette femme qui dit: «Je m'occupe de tout le monde tout le temps», et on va souvent retrouver ces personnes dans des travails dans la relation d'aide, dans le soin, comme des travailleurs sociaux, des personnes qui sont dans la santé, comme des infirmières, des aides-soignantes, ou des personnes qui travaillent dans la petite enfance, des assistantes maternelles, des institutrices. Donc la problématique, ça va vraiment être de se remettre au centre de sa vie, hein, de comprendre que la personne la plus importante pour soi, c'est soi. Donc je vais donner quelques précisions de ressentis liés à certains tissus au sein du sein. Dans le sein, globalement, le sang, il va y avoir des lobules qui sont les glandes qui vont sécréter le lait, et puis il va y avoir des canaux qui vont émerger au niveau de la peau, au niveau de l'aréole, et puis autour de ces lobules, il va y avoir des tissus de soutien, de la graisse essentiellement. Donc quand ça touche la glande qui sécrète le lait, souvent on a vraiment une tonalité de vie ou de mort, donc avec un danger de mort pour quelqu'un dont on se sent responsable. Et ça peut aussi entraîner des problématiques d'allaitement, et là je vais vous parler de mon expérience. Ma fille aînée, la grossesse était bien passée, elle devait naître normalement, et bien à la dernière minute, on va dire, il y a eu une complication. Elle avait le cordon autour du cou, mais on ne le savait pas, et lorsqu'elle essayait de descendre, eh bien son cœur décélérait, on l'entendait avec les capteurs, donc ça fait pou, pou, pou. Et donc très vite, ça a été la panique. Moi, j'étais pas du tout préparée, et très rapidement, en 20 minutes, on a décidé de la césarienne. Donc il y a eu un énorme stress autour de la sécurité du bébé, en fait. Et puis elle est née par césarienne. Moi, j'en ai été en plus séparée, et donc j'ai eu ce stress en fait autour de mon bébé. Va-t-il vivre? Et suite à ça, j'ai eu une montée de lait très, très précoce et très, très intense, hein. Vraiment, j'ai eu les seins hyper tendus, hyper gonflés comme des obus, avec le lait qui sortait en jet, tellement fort que ma fille pouvait même pas attraper le mamelon et pouvait même pas téter. Et en fait, c'était vraiment ma réaction de mère, en fait, qui va sécréter beaucoup de lait pour sauver son enfant, en fait, hein. Et j'avais le sein gauche encore plus gonflé que le sein droit, parce que je vous explique du coup le côté, en fait, les hypothèses, ça reste toujours des hypothèses de côté en décodage biologique. Pour une femme droitière, le côté gauche va plus être en relation avec les relations mère-enfant, c'est-à-dire la relation à sa mère et la relation à son enfant, car une femme droitière va préférentiellement tenir son enfant à gauche pour avoir la main droite libre. Et donc, voilà, là, comme c'était directement mon enfant, c'était mon sein gauche qui était plus gonflé, et tout ce qui est du côté droit, ça va être tout le reste, en fait. Le conjoint, le frère, la sœur, le père.
Et aussi, pour la petite histoire, ma fille est née avec une petite glande mammaire, un petit sein droit qui était gonflé, qui était inflammatoire, hein, alors que normalement les bébés n'ont aucun développement à ce niveau-là. Et en fait, c'était vraiment son émotion en miroir de moi. Parce que les enfants sont totalement connectés aux émotions des parents. Voilà, donc ça c'est pour la glande. Quand les canaux sont touchés, très souvent il va y avoir en plus donc de tous les ressentis dont je vous ai parlé déjà, une tonalité de séparation. Les canaux, ça va être une continuité de la peau et la peau nous parle de contact, de toucher et de séparation avec le contact. Donc très souvent quand les canaux sont touchés, on va avoir une problématique associée à un contexte de séparation. Par exemple là, moi j'ai été séparée de mon enfant, où il y a cette femme donc, dont l'enfant a eu des soucis à la naissance et dont elle a été séparée. Donc on peut avoir par exemple un cancer qui va prendre naissance au niveau des canaux, ce qu'on appelle les cancers canalaires. Côté droit, côté gauche, je vous en ai parlé. Les calcifications. Alors, les calcifications, le calcium, c'est le minéral le plus dense de l'organisme. Donc là, mettre des calcifications quelque part, ça veut dire qu'on veut renforcer, on veut être encore plus solide, on veut renforcer la structure. Donc là, ça veut dire qu'on veut être une femme plus forte, ou on veut renforcer le maternage. Comme cette femme, par exemple, qui avait des calcifications et qui racontait qu'elle a dû se battre dans le milieu du travail pour prouver qu'elle a la même valeur que les hommes, qu'elle est aussi forte que les hommes. Et elle disait d'ailleurs, dans une prochaine vie, je veux être un homme. Et donc là, pour enchaîner sur les problématiques de féminité. Alors, la féminité, donc les seins, c'est le seul organe qui est consacré à l'autre et c'est aussi un organe qui est propre à la femme. On ne le retrouve pas chez l'homme. Alors parfois, rarement, il y a des problématiques chez l'homme. Moi, personnellement, j'en ai jamais rencontré en décodage biologique, mais donc les seins, ils apparaissent à la puberté, ils font partie de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. C'est les traits qui permettent de distinguer les individus des deux sexes. Et donc, ça va vraiment faire partie de l'image et de l'identité de la femme. Ils peuvent être, bien sûr, comme vous le savez, objets de séduction et de désir pour l'autre. Souvent, ils vont être très regardés et convoités par les hommes. Donc, on peut retrouver aussi, donc comme autre grande thématique sur les pathologies du sein, les mémoires traumatiques en lien avec la féminité, l'identité féminine, la séduction, la sexualité. Et donc, par rapport aux pathologies, j'ai retrouvé plus souvent dans les problématiques de maternité des cancers et plus souvent dans les problématiques de féminité des lésions bénignes, donc de type adénofibrome, kyste, mastose, donc maladie fibrokystique des seins, mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. J'ai pu retrouver des lésions bénignes avec des problématiques de maternité et vice-versa. Et c'est pas rare qu'on retrouve les deux associés. On peut avoir les deux ressentis associés. On peut avoir à la fois un cancer malin associé au préalable à des lésions bénignes. Donc, on peut retrouver de tout. Et je rappellerai quand même que voilà, on est porteuse d'énormément de mémoire, à la fois personnelle, transgénérationnelle, de vie antérieure, du collectif. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve beaucoup de ressentis mélangés et en particulier dans les pathologies malignes, les cancers, ça va vraiment être important de tout explorer en fait. Enfin, moi, j'essaye d'être assez systématique, de regarder les traumatismes dans la vie personnelle de la personne et les traumatismes transgénérationnels. Après, ce qui est vie antérieure, etc., je travaille justement avec des médiums, des clairvoyants, des énergéticiens. Alors, au niveau de la féminité, je vais quand même dire un mot du cancer. Souvent, ce qui peut différencier une lésion bénigne d'une lésion maligne, c'est l'intensité du ressenti, en fait. C'est comme si au niveau du cancer, la charge émotionnelle, elle est plus importante, plus intense. Au niveau du cancer, le cancer, où qu'il se situe, c'est un super turbo de la biologie. En fait, ça signifie je vais faire plus de tissus, plus de cellules de ce tissu-là, parce que j'en ai plus besoin. Donc là, c'est comme si je fais plus de seins. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très intense. Et dans le cancer aussi, il y a des cellules qui sont devenues immortelles et qui vont envahir les tissus sains. Et donc, en fait, ça commence à tout envahir. Et
Ici, on peut y voir qu'il y a une identification, un rôle dans notre vie qui va prendre toute la place sur le reste, en fait. Qui va se mettre à donc là, par exemple, si on prend la maternité, eh bien, c'est en fait, voilà, je suis identifiée à mon rôle de mère, à mon rôle de sauveur et qui suis-je, en fait, si j'ai personne à sauver? Qui suis-je si j'ai pas, à m'occuper de mes enfants? Alors je vais détailler un petit peu la féminité. On va retrouver en fait, donc la femme blessée, donc dans ses différents aspects féminins par rapport au couple. Donc une femme qui vit un chagrin d'amour, qui a été quittée, qui se sent abandonnée, où là on peut avoir, des lésions dans le sein, cancer, adénofibromes qui viennent comme une protection de mon cœur, comme un plastron, hein. Le plastron, c'est une pièce d'armure. On peut avoir aussi des femmes qui se sentent dévalorisées dans leur féminité, se sentent pas assez séduisantes, hein, comme cette femme qui avait, fait un abcès du sein après avoir été quittée par son copain qui lui dit qu'elle n'est pas assez jolie, qu'il a honte d'elle. Ou alors cette femme dont le compagnon n'a pas de désir sexuel pour elle et qui se sent insuffisante en tant que femme. On a aussi bien évidemment toutes les problématiques de trahison, une femme qui a été trahie, trompée ou qui se sent trahie, trompée, comme cette femme qui avait de nombreux adénofibromes, bilatéraux et chez qui on retrouvait des nombreuses mémoires à la fois personnelles et transgénérationnelles dans ces 2 lignées, de grand-mère, de tromperie, hein, d'adultère, et où on retrouvait en fait, des grands-pères qui avaient des doubles vies. Cette femme exprime: je sens, donc elle avait plein d'adénofibromes dans les seins et elle disait, quand elle plongeait dans ce ressenti lié à ses trahisons, et aussi quand elle se connectait à ses grands-mères, elle disait: je sens comme des flèches, en fait, qui me transpercent le dos jusqu'aux pointes qui arrivent dans mes seins, en fait. Et les adénofibromes étaient comme les condensations de ces blessures, de ces pointes de flèches, en fait, dans ses seins, qui arrivaient dans le dos parce que c'était des trahisons, hein. Souvent, trahison, c'est on me fait un coup dans le dos, hein. Elle dit, voilà, me sens humiliée, meurtrie, avec une haine des hommes. Et elle dit, c'est dur d'être une femme. Donc, on arrive aussi à des problématiques par rapport à l'identité de la femme, hein. Et donc, on peut retrouver aussi dans les pathologies du sein, je refuse mon identité de femme. On peut avoir un refus du fait du conditionnement de la femme, de tout ce qui est de l'ordre de la soumission. Donc, on va retrouver souvent dans le transgénérationnel des vies de femmes sacrifiées, hein, c'est très courant, la femme au foyer, la femme qui est là pour faire des enfants. On retrouve beaucoup ça dans le transgénérationnel. Dans les générations antérieures, c'était très fréquent, hein, voilà, la femme qui pouvait pas travailler, qui avait pas d'indépendance financière, qui avait pas le droit de vote, et cetera. Et donc, voilà, elle était soumise à son rôle de femme. On a aussi les femmes qui rejettent leur identité de femme parce qu'elles ont été voulues comme garçons. Donc on va retrouver donc cette femme par exemple qui enfant était un garçon manqué et qui se bandait les seins à la puberté, hein, pour pas qu'il ressorte, pour pas qu'il pousse, et qui à l'âge adulte va vouloir se faire enlever les seins. On a aussi, je ne sais pas comment être une femme, voire parce qu'il y a un interdit à être une femme, il y a un interdit, là on va voir avec cet exemple, un interdit à séduire l'homme, donc un interdit à être féminine. Donc il y a cette femme qui présente une maladie kystique des seins. Elle est enrobée, donc voilà, elle se protège du regard extérieur. Elle dit qu'elle a toujours été mal à l'aise avec sa poitrine, qu'elle met des t-shirts amples, des sweatshirts, et puis elle est homosexuelle. Et en fait, dans sa famille, il y a une interdiction à la séduction. La sexualité est clairement taboue. Et quand on interroge, en fait, dans sa famille, il y a plusieurs mémoires transgénérationnelles d'enfants qui sont nés hors mariage, parce qu'on s'est laissé emporter, en fait, hein, par la pulsion sexuelle. Et donc, il ne faut pas attirer le mal. Donc, il ne faut pas être féminine pour ne pas risquer de tomber enceinte, pas risquer d'attirer le mal et pas risquer de tomber enceinte. Et puis, on a aussi ça c'est très fréquent, hein, la féminité, la séduction est dangereuse. Donc, je vais chercher à détruire les caractères sexuels féminins parce que le sein attire le désir de l'autre. Donc, on va retrouver beaucoup des mémoires d'agression sexuelle et parfois des agressions qui ont porté directement sur les seins. Et par exemple, il y a cette femme qui a une très faible poussée mammaire, une très faible, des tout petits seins,
et qui dit en fait, lorsqu'elle était, en pleine puberté, sa mère, elle vivait l'inceste, elle était victime d'inceste par sa mère qui lui caressait les seins et elle a pensé consciemment, hein: «Je ne veux pas que mes seins poussent». Donc voilà, j'ai fait le tour des principaux ressentis qu'on peut retrouver en décodage biologique. J'espère que c'était pas trop rapide et en même temps pas trop long.